Pour les Américains, l'Ouest a toujours été un rêve. 4 États donnent une réalité au rêve. L'Arizona, le Nevada, l'Utah et, le long du Pacifique, la Californie. Au Far West, la Terre est un immense livre ouvert. Toutes les étapes de sa formation, tous les processus de son évolution, tous les accidents de son parcours sont visibles et de manière spectaculaire. L'érosion formidable permet, à certains endroits, de voir la roche telle qu'elle était aux origines de la planète. Une plongée saisissante au cœur même du globe terrestre. Les paysages défilent souvent sans la moindre transition, de la forêt clairsemée au désert impitoyable, jusqu'à la longue côte hospitalière. Le climat sec et chaud a forcé les espèces végétales à s'adapter. Certaines, comme l'arbre de Josué, n'existent qu'ici. La nature se met en scène dans des décors à couper le souffle. Depuis la nuit des temps, elle assure un spectacle permanent auquel les hommes assistent, muets. Les hommes ont afflué pour créer des villes comme Los Angeles ou San Francisco, toutes deux au bord du Pacifique. Elles représentaient l'espoir d'une vie meilleure à l'époque de la ruée vers l'or. Ce fut surtout la certitude d'une vie plus rude. Des 4 coins du pays, les pionniers arrivèrent. Certains étaient poussés par un vent de liberté, d'autres par leurs convictions, comme les Mormons notamment. Lentement mais sûrement, les terres furent conquises par des hommes déterminés. Leur nom est entré dans la légende, les Cowboys. Les villes poussaient comme des champignons sur un territoire dont les premiers habitants avaient été chassés. Les Indiens d'Amérique vivent aujourd'hui encore dans le souvenir de leurs fiers ancêtres. Un passé riche et mouvementé, gravé à jamais dans la pierre. De nouvelles communautés se sont constituées en raison de l'immigration. Beaucoup d'immigrants sont arrivés en provenance du continent asiatique avec des pans entiers de leur culture. Leurs communautés forment aujourd'hui des groupes très dynamiques. La qualité de la vie sur la côte pacifique a contribué à motiver les nouveaux arrivants. La réussite fulgurante, les paillettes, l'argent abondant, mais aussi la proximité avec la nature, expliquent le succès de la côte pacifique et son niveau de vie exceptionnel. Un environnement rêvé pour tenter toutes les expériences d'avant-garde. Ici, tout est possible, à condition d'aller de l'avant et d'être sûr de ses opinions. L'architecture recherche l'intégration à la nature. D'abord en choisissant de laisser entrer la lumière. Ensuite, en utilisant des matériaux comme le bois, ici omniprésent. Toutes les croyances ont trouvé ici un terrain propice à leur développement. Qu'elles soient très anciennes ou récentes, les vérités les plus diverses peuvent ici s'exprimer. Malgré la sécheresse du climat, l'irrigation intensive permet l'exploitation de terres qui autrement seraient restées désertiques. On cultive des espèces qui résistent aux températures élevées. La Californie est le premier producteur de fruits du pays. La production agricole est dynamique dans des États où l'élevage fait partie de la tradition. Le destin de l'Ouest américain a changé avec la découverte du pétrole au milieu du 19e siècle. Les besoins en énergie sont énormes dans cette région du monde. Les transports représentent à eux seuls environ 40% de la consommation énergétique en Californie. La gestion rationnelle des ressources est devenue un enjeu considérable. La construction du chemin de fer a permis au pays de s'ouvrir sur l'Ouest. Aujourd'hui, l'isolement du Far West n'est plus qu'un très lointain souvenir. Un avantage déterminant pour les nombreuses industries de pointe, dont l'aéronautique est l'un des fers de lance. La densité du réseau routier
la grandeur des paysages naturels et la richesse du patrimoine culturel avec des traditions encore vivantes. Tout cela donne à l'Ouest américain un énorme pouvoir attractif. Les conditions climatiques favorables et l'ouverture sur la nature attirent les visiteurs en grand nombre. Le tourisme à grande échelle entraîne parfois des excès, mais heureusement, dans l'Ouest américain, ils sont peu fréquents. La route, comme la célèbre route 66, est une manière simple, directe et démocratique de découvrir cette partie des États-Unis. La voiture fait partie du paysage, et le paysage donne à la voiture toute sa raison d'être. Ici, tous ceux qui roulent trouvent une voie, une piste pour s'exprimer. La route tourne et rien ne l'entrave. Mais ici, les distances sont à l'échelle du pays démesurées. Aussi, l'avion est-il devenu pratiquement une deuxième voiture pour de nombreux Américains. On manque de qualificatifs pour décrire Los Angeles, une ville qui compte parmi les plus étendues du monde. Les autoroutes, les freeways, sont les artères vitales d'une conurbation gigantesque. Il faut parcourir une centaine de kilomètres pour la traverser du nord au sud. Los Angeles est en réalité composé de plusieurs villes juxtaposées les unes aux autres. Il existe tout de même un centre, downtown, où se dressent de nombreux immeubles de bureaux. Los Angeles ne manque pas d'espace. Si on a choisi d'y élever des gratte-ciel, c'est plus un choix fonctionnel qu'une nécessité. L'expression artistique trouve à Los Angeles de séduisantes perspectives. La famille de Walt Disney s'est impliquée dans le financement d'une salle de concert exceptionnelle. Les riches mécènes partagent leur passion de l'art. C'est presque devenu un phénomène de mode ici. Les architectes mettent les œuvres d'art à la portée du public. Elles donnent à la ville un reflet, une vision de son époque. Dans un environnement anonyme et indifférent, l'œuvre d'art replace l'être humain au centre de quartiers d'où il a parfois été chassé. L'ancien City Hall, le centre de l'administration urbaine, conserve une dimension humaine dans une ville démesurée. Certains quartiers de Los Angeles portent des noms qui agissent comme des repères. C'est le cas de Hollywood, incontournable référence dans le monde du cinéma et du divertissement, avec ses rites et ses codes. Hollywood est un nom qui fait encore rêver. Partout, l'illusion est parfaite, à tel point qu'on ne réalise pas toujours qu'on est passé derrière le décor. Le nom de Hollywood continue à faire rêver, et ici, le rêve est aussi un important business. Sur Hollywood Boulevard, les étoiles brillent à la gloire des grands noms de l'industrie audiovisuelle, et certains personnages de légende arpentent la Walk of Fame, la promenade de la renommée, à la recherche de leurs fans. Il y en a pour tous les goûts cinématographiques. Chacun y trouve son compte. Le long du boulevard aux étoiles, devant le théâtre chinois de Grauman, la salle des grandes premières d'Hollywood, les stars laissent dans le ciment frais les empreintes de leurs mains, de leurs pieds ou de leurs pattes. Pour certains, le rêve hollywoodien se prolonge dans un quartier résidentiel fameux, Beverly Hills. Ici, la taille et le prix des maisons reflètent la notoriété de ceux qui y habitent. À Beverly Hills, les signes extérieurs de richesse sont tellement nombreux qu'ils n'attirent pas toujours l'attention. Sur Rodeo Drive, toutes les marques de luxe se doivent d'être présentes.
Elle cible une clientèle très courtisée, au pouvoir d'achat quasi illimité. La chaîne des collines de Beverly Hills plonge dans le Pacifique à Malibu. Certaines grosses fortunes du cinéma ont élu domicile le long de la Pacific Coast Highway. La vue imprenable sur l'océan, les collines aérées et les audaces architecturales donnent à l'endroit une bonne partie de sa notoriété. Une voie romaine à 2 pas du Pacifique. En Californie, tous les extrêmes sont possibles et l'histoire peut prendre des raccourcis saisissants. La villa romaine de Jean-Paul Getty a été élevée à la gloire d'un homme et de sa longue passion pour l'Antiquité. Le milliardaire a fait construire la réplique d'une somptueuse villa ensevelie par les cendres du Vésuve. Seules ses collections d'antiquités grecques, romaines et étrusques y sont exposées. La villa abritait naguère les chefs-d'œuvre des autres collections de Getty, qui sont maintenant exposés au Getty Center. À travers la demeure se succèdent les mosaïques et les fresques, dans un luxe infini de détails. Le jardin aromatique est semblable à celui que possédaient la plupart des maisons romaines. Le choix des végétaux est inspiré par les traités botaniques de l'Antiquité, avec notamment des herbes employées en cuisine et en médecine. Le Pacifique offre à la côte un terrain de sport illimité. Les surfeurs en connaissent les moindres courants. Ici, l'océan est un mode de vie. La Pacific Coast Highway est une des routes les plus fréquentées de Californie. Elle dessert les meilleurs spots de surf. Ici, on l'appelle California Dream Road, la route du rêve californien. La plage de Santa Monica s'étire sur 5 km de longueur. C'est un mythe et un symbole de la douceur de vivre à Los Angeles. Le sable fait rêver, mais il incite aussi à la pratique intensive du sport du côté de Venice Beach. Les bodybuilders ont fait de l'endroit leur point de chute dans un cadre qui rappelle Venise. Ici, tous les talents s'expriment. Toutes les thérapies ont leurs adeptes en Californie. Ici, personne ne s'étonne de rien et tout le monde a quelque chose à dire. On peut croiser un diable repenti ou des musiciens de rue qui croient en leur chance. Venice est un curieux cocktail fait de liberté épanouie, de diversité individuelle et d'expression corporelle. Un singulier mélange que la nuit estompe progressivement. Plus au sud, à Marina del Rey, la côte a été aménagée pour former un gigantesque port de plaisance. C'est le plus grand port artificiel des États-Unis pour la petite navigation de loisirs. Un site exceptionnel, aménagé dans les années 1950 et entièrement ouvert sur l'océan.
L'endroit fut, il y a longtemps, un petit village de pêcheurs. Les pélicans y ont conservé leurs habitudes. Au sud de Los Angeles, la Freeway mène à Long Beach, un port industriel et une longue tradition maritime symbolisée par l'ancien transatlantique Queen Mary. Autre attraction de Long Beach, l'aquarium du Pacifique, une immersion dans l'océan. Comment se déplacer dans l'eau? Une question simple avec de multiples réponses. Ludique et pédagogique, l'aquarium du Pacifique donne de la vie aquatique une vision très apaisante, une approche subtile de l'océan. La Californie dispose d'énormes ressources pétrolières. De nombreux sites de forage se trouvent à proximité immédiate des côtes, donc leur coût d'exploitation est limité. Les derricks sont parfois habilement camouflés pour des raisons esthétiques. L'exploitation pétrolière le long des côtes est en principe interdite par une loi de protection du littoral. Mais les vagues emportent parfois les règles. Au pays du cinéma, la nature bénéficie de tous les artifices du show business. Depuis les années 1960, le succès du parc d'attractions SeaWorld ne se dément pas. La nature est mise en scène et l'orque est la vedette du spectacle. Une superproduction qui exploite tous les talents des acteurs. Une habitude américaine, faire participer le spectateur au show. Les premiers rangs sont déconseillés. La baie de San Diego est un magnifique plan d'eau naturel. Un lieu idéal pour toutes les activités nautiques que la marine américaine a mises à profit pour créer une importante base navale. Les installations militaires se trouvent sur la péninsule de Coronado. La péninsule est reliée à la ville par un pont qui laisse passer les plus gros navires. Par les airs, l'approche de San Diego est tout aussi spectaculaire car l'aéroport se trouve au cœur de la ville. Le développement de la deuxième ville de Californie par sa population doit beaucoup à la présence des militaires depuis le début du XXe siècle. Comme dans toutes les grandes villes américaines, le centre downtown a adopté un profil en hauteur. Les premières références architecturales de San Diego sont pourtant très européennes. Le patrimoine historique a été précieusement conservé. Sur une colline, ont été réunies plusieurs maisons victoriennes provenant de différents quartiers de la ville. L'influence mexicaine, elle, est bien visible au musée du Shérif. La ville doit son essor à la guerre entre les États-Unis et le Mexique au XIXe siècle. Claude Brown est responsable du musée.
La ville a été créée pendant la guerre du Mexique. C'est alors que cet endroit a été intégré à l'État de Californie. La ville comptait alors environ 500 habitants. La ville, c'était ça, les 8 pâtés de maison là derrière. Les 500 résidents vivaient ici, travaillaient ici. C'était les débuts de San Diego. Aujourd'hui, les moyens de la police de San Diego sont en grande partie utilisés pour contrer l'immigration clandestine en provenance du Mexique, tout proche. L'Espagne a laissé son empreinte dans la mission San Juan Capistrano. C'est un franciscain, le père Junipero Serra, qui fonda la mission à la fin du XVIIIe siècle. Les franciscains ont implanté de nombreuses missions en Californie. La mission San Juan Capistrano, et notamment la chapelle dédiée à son fondateur, compte parmi les plus vieux édifices de la côte ouest. La présence des Espagnols ici a précédé la création des États-Unis. Elle explique, avec l'immigration, la grande vitalité de la culture hispanique en Californie. Hojas de papel volando, negrita de mis pesares. Hojas de papel volando a todos, diles que sí, pero no les digas cuando así me dijiste a mí. Por eso iba operando. En quittant San Diego par le nord-est, on s'éloigne de la frontière mexicaine et des rivages confortables du Pacifique. L'autoroute prend la direction du désert du Colorado. Progressivement, le paysage change et les localités se font de plus en plus espacées. Le sol devient de plus en plus aride, jusqu'au moment où le désert fait son apparition. Soudain, l'horizon s'anime. Des centaines d'éoliennes brassent l'air dans un rythme constant. Thomas Covey a connu l'implantation des éoliennes dans le désert. On est dans le parc d'éoliennes qui s'appelle San Gorgonio Wind Park. Cet endroit est l'un des tout premiers à avoir produit de l'énergie éolienne aux États-Unis. Ici, on a commencé en 1982. C'est après le choc pétrolier des années 70 qu'on a commencé à s'interroger sur la manière d'utiliser l'énergie produite par le vent. Les éoliennes ici mesurent de 90 à 115 mètres. Il y en a quelques-unes qui font 120 mètres. L'énergie qui est produite avec ces machines va vers les réseaux électriques reliés aux 11 centrales de la partie ouest des États-Unis. L'électricité qui est produite ici est ensuite distribuée sur la côte ouest grâce à une série de lignes et de relais, comme par exemple en Californie du Sud. Au pied des éoliennes, une nouveauté, une centrale solaire en cours d'assemblage. La chaîne de montagnes San Jacinto culmine à 4500 mètres. Quand on arrive au sommet, on a traversé 5 écosystèmes différents et la température a chuté de 30 degrés. Dans la vallée s'étend la ville de Palm Springs. Beaucoup de stars de cinéma y ont vécu en raison des contrats qui les liaient à Hollywood.
En fait, Palm Springs se trouve à environ 150 km d'Hollywood. Donc c'était l'endroit le plus éloigné où les stars pouvaient aller en respectant leur contrat. Alors la ville devint le terrain de jeu des stars, surtout dans les années 40, 50, 60 et une partie des années 70. Mais aujourd'hui, les vedettes vont bien plus loin, car elles ne sont plus sous contrat. Elles vont plus au sud, vers la partie sud de la vallée, comme La Quinta ou Palm Desert ou ailleurs. Les palmiers sont à l'origine du nom de Palm Springs. Et les artistes qui l'ont habité ont fait sa célébrité. Nous sommes devant la villa de Frank Sinatra. Auparavant, elle s'appelait Twin Palms, les palmiers jumeaux. Elvis Presley avait aussi ses habitudes à Palm Springs. Il a acheté cette villa en 1967. Il a passé beaucoup de temps ici. En fait, il avait son studio d'enregistrement dans la maison. Il y a enregistré plusieurs disques. Rien qu'aux États-Unis, Elvis Presley a eu une bonne vingtaine de résidences différentes. Avec la légendaire ville de Memphis dans l'État du Tennessee, la Californie est un des endroits où il a séjourné le plus souvent. Palm Springs est une ville riche. On peut se permettre ici d'humidifier l'air sur les trottoirs. Le climat est chaud et sec toute l'année. L'hiver, la population peut doubler. Pour les amateurs de golf, les greens sont accessibles sans interruption. De nombreuses personnes âgées viennent ici entretenir leur forme. Des résidents fortunés qui apprécient le climat et la proximité de services de santé réputés. Lorsqu'on s'éloigne des palmiers de Palm Springs, la végétation évolue. Un arbre curieux fait son apparition. L'arbre de Josué, une espèce de yucca. L'arbre de Josué est garni de longues branches. Les Mormons s'en seraient inspirés pour baptiser cet arbre cactus. En effet, ils comparaient les branches aux bras tendus de Josué, un personnage biblique, indiquant la direction de la terre promise. Dans le Joshua Tree National Park, les rochers révèlent aussi leur origine particulière. Un véritable chaos granitique, résultat du processus de formation de la roche et du travail de l'érosion. L'arbre de Josué ne se rencontre que dans le désert de Mojave, un désert qui chevauche 3 États, Californie, Nevada et Arizona. Vers l'est, le climat évolue encore. Les yuccas cèdent leur place dans un paysage de plus en plus aride. Champions de la sécheresse, les cactus candélabres font leur apparition. Au bord des premières routes de l'Arizona, on ne vend ni melons ni pastèques. Sur les étals, des armes authentiques en parfait état de marche. Les vendeurs exercent leur commerce en toute légalité. Nous avons ici la loi la plus libérale des États-Unis. L'Arizona autorise le port d'armes sans permis pour autant qu'elles ne soient pas apparentes. 3 États américains suivent la même règle. Le droit de porter une arme est inscrit dans la Constitution des États-Unis. Mais l'interprétation du texte varie selon les États. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la ville de Prescott fut la première capitale de l'Arizona. Une ville tranquille où seule la voiture, une fois qu'elle est personnalisée, cherche à se faire remarquer.
Dans le tempo local, on entretient la couleur du Far West. Ce style s'appelle Taos ou Hollywood. Il était très à la mode à l'époque des bottes Dude Ranch dans les années 30 et 40. Il y avait beaucoup de Dude Ranch en Arizona. Ce style a très bien marché parce qu'on pouvait avoir l'image d'un ranch cousu sur la partie haute en cuir, un peu comme un tableau. Ici, on a l'étoile de l'Arizona et cette couleur qui rappelle le désert, un paysage aux couleurs douces. Au centre de l'Arizona, la ville de Flagstaff est un carrefour très fréquenté. La ville fut longtemps peuplée de pionniers qui vivaient dans des habitations provisoires en bois. Il fallait partir vite vers de nouveaux horizons. Mais devant la multiplication des incendies, on préféra construire des maisons en pierre. La ville occupait une position clé sur la fameuse route 66. Les cow-boys connaissent bien l'histoire. À l'origine, la route 66, c'était une route pour les chariots sur laquelle le lieutenant Bill faisait une étude pour l'armée américaine en 1857. Ils ont utilisé des chameaux plutôt que des mules pour tester le chemin avant qu'il ne devienne une route pour les chariots. Les 3 premières personnes qui arrivèrent à Flagstaff étaient des bergers. Ils ont été les premiers à construire ici. Ils ont commencé à faire de l'élevage de moutons, puis le chemin de fer est arrivé, et puis les troupeaux de bétail, et enfin l'industrie forestière. À Flagstaff, on suit aussi la route des planètes. C'est ici que la planète Pluton fut découverte. Au carrefour de voies de communication, Flagstaff est situé au beau milieu du territoire indien. Différents peuples indiens ont exercé leur influence en Arizona à travers l'histoire. Leur culture a laissé des traces évidentes. La présence d'Indiens à Nasazi a laissé des traces sur le site de Wupatki National Monument, tandis que des Indiens Sinagua ont habité le Walnut Canyon. Incrusté dans la falaise, le Pueblo, le village indien, fut habité dès le XIIe siècle. Mais la présence des hommes dans la région remonte à plusieurs millénaires. Ils ont vraisemblablement bénéficié d'une terre rendue fertile par des éruptions volcaniques. Les pétroglyphes sont riches d'informations sur le mode de vie des Indiens précolombiens. Dans la forêt pétrifiée, des troncs d'arbres sont figés depuis 200 millions d'années. Dans une région jadis très humide, les arbres tombés ont été protégés de la décomposition par des minéraux qui ont pénétré le bois, lui conservant sa structure et son apparence. La nature a des ressources insoupçonnées. Elle se livre ici à un spectacle inédit. Le désert peint force l'admiration. C'est pur, c'est beau, c'est presque irréel. Un spectacle tout en délicatesse qui transcende le temps. Au nord de l'Arizona, l'Utah possède également un sens inné du spectacle. Avec de vastes étendues inhabitées, cet État semble dédié exclusivement à une nature théâtrale. La couleur frappe dès le premier abord, une couleur incendiaire que la végétation n'arrive pas à enrayer. Le rouge est partout. Le rouge l'emporte sur le bleu du ciel. Il s'impose même aux végétaux. À première vue,
On pourrait croire qu'un incendie a exposé la localité de Sedona à des hautes températures. Tout y est rouge, d'un rouge inspiré par une roche omniprésente. Les visiteurs ressentent une émotion quasi mystique en évoluant dans cet environnement monochrome. Les églises se fondent dans la nature en s'imprégnant de la roche. Une belle leçon de mimétisme. L'avion, bien entendu, est rouge. Vu d'en haut, le paysage déroule à l'infini une succession de formes et de silhouettes rouges. Mais pourquoi la roche est-elle aussi rouge ? Eugène Fouché est géologue. C'est plutôt simple. C'est le fer qu'il y a dedans qui s'oxyde. C'est ce qu'on appelle du fer ferrique. Cela s'oxyde plus ou moins selon que le fer est plus ou moins en contact avec l'oxygène. Il faut un climat chaud et sec, du fer et beaucoup d'oxygène pour que la roche devienne rouge. Par la couleur et les formes sculptées par l'érosion, la nature attribue à chaque rocher, dirait-on, un rôle dans son spectacle. D'ailleurs, beaucoup portent un nom. Dessiné par le vent, celui-ci a été dénommé Mexican Hat, chapeau mexicain, car sa forme rappelle un sombrero. Ici, la roche est très créative, mais le ciel n'est pas en reste. Sommet de l'érosion, Canyonlands National Park. Des canyons grandioses où serpentent le fleuve Colorado et la Green River. Mais comment la nature a-t-elle pu creuser ces canyons ? C'est une région très très sèche. Donc il faut déjà un climat sec comme ici et aussi beaucoup de temps. Il faut aussi une superposition de couches de roches, de la roche tendre et de la roche dure. Il faut bien entendu que la roche dure soit au-dessus de la roche tendre. Lorsque la pluie tombe sur les côtés, elle fait partir la roche tendre qui se trouve juste sous la roche dure. Comme la pluie finit par enlever complètement la couche qui soutient la surface dure, cette couche de surface se brise progressivement et elle finit par s'effondrer. Cela prend des millions d'années. Les roches tendres en dessous s'érodent à nouveau, et ainsi de suite. La nature a le sens du détail. Elle imprime le même mouvement au végétal et à la roche. Parfois, l'homme ajoute son grain de sel au spectacle de la nature. Dans une mine de potasse, les bassins de décantation se donnent des airs de lagons tropicaux. Mais d'où viennent ces couleurs improbables ? Gregory Smith. La couleur vient du ciel, qui se reflète parce que le chlorate de sodium ou le chlorate de potassium, quand ils précipitent, sont tous deux de couleur blanche et ils se déposent au fond de l'étang. C'est donc le fond blanc de l'étang qui reflète la lumière du ciel. La potasse dérive du potassium concentré dans les roches de la région. L'érosion a profondément modelé le paysage. Tantôt, elle ouvre de gigantesques défilés rectilignes, tantôt, elle suggère des formes évocatrices à la roche. La roche fantaisiste stimule l'imagination. Shiprock laisse apparaître un mouton. La roche invente des formes et des volumes. Elle inspire même les nuages qui cherchent à l'imiter.
En entrant dans le parc national Arches, on accède au royaume des arches. Les arches du parc national sont des exemples typiques d'un endroit où il y a une énorme couche de grès avec de nombreuses fissures verticales. Les fissures finissent par disparaître avec l'érosion, laissant le bloc de grès apparent. Puis l'érosion progressivement grignote le grès des deux côtés. C'est à la fois l'érosion du vent et de l'eau. L'eau dissout le grès et le vent emporte les déchets. Il faut suivre un itinéraire éprouvant à travers les formations rocheuses. L'ombre est rare et les blocs de grès, du sable compressé, renvoient la chaleur pendant la journée. À l'arrivée, la nature récompense les randonneurs par un spectacle impressionnant. Le point culminant du show, Delicate Arch, l'arche délicate. Une arche complètement détourée qui fascine les chasseurs d'images fortes. Lorsque la nuit tombe, tous les éléments associés relancent encore le spectacle. Les beautés naturelles de l'Ouest américain posent les jalons d'une histoire légendaire. La nature grandiose a planté le décor d'une aventure qui réunit cow-boys et Indiens. On accède de multiples façons aux territoires qu'ils se sont disputés. Des territoires restés souvent intacts. La ville de Moab, en Utah, est le point de départ idéal pour découvrir ces territoires. Au milieu du XXe siècle, la découverte d'uranium a amené ici beaucoup de monde. Depuis, Moab a l'habitude de recevoir les visiteurs en grand nombre. Les amateurs de rafting embarquent ici sur le Colorado. Ils s'élancent pour une descente qui compte parmi les grands classiques du genre. Même si chacun évolue à son rythme, les sensations sont garanties. Les puissants 4x4 sillonnent aussi la région à la recherche de sensations fortes. Ils parcourent les chemins laissés par les prospecteurs d'uranium. Mais même pour les véhicules tout-terrain, il y a des règles à respecter pour protéger l'environnement. Sarah Gates. Il faut rester sur les pistes qui sont là pour ça. On ne peut pas en sortir ou en faire de nouvelles. Il faut rester exactement là où les pistes existent. La raison ? Protéger l'écosystème. C'est un environnement très fragile. Et quand on vient ici, il faut faire très attention aux animaux et aux plantes. Et à la région en général, afin de la préserver pour les générations futures. Ici, on a des visiteurs qui viennent du monde entier. Ceux qui sont là conduisent leur propre véhicule. Ici, les hommes sont des hommes et les femmes sont un peu nerveuses. Les dinosaures ont été très nombreux dans l'Ouest américain. Aujourd'hui, on en rencontre encore beaucoup, mais leur authenticité n'est pas garantie. À Tuba City, la roche présente un véritable catalogue de traces de dinosaures. Tout cela vient de la période jurassique, il y a 65 à 70 millions d'années.
Il y a ici des os et des œufs de dinosaures fossilisés, ainsi qu'une grande empreinte de T-Rex là-bas. Mais il y a également des empreintes sur ce côté du Vélociraptor. Il s'agit du dinosaure le plus important de l'ère jurassique. C'était un petit carnivore, un dinosaure de taille moyenne. On a toutes sortes d'empreintes. On en a tout un groupe de ce côté-là. Pour mettre une empreinte en évidence, il suffit de disposer d'un peu d'eau. On voit ici le talon, l'orteil droit, l'orteil du milieu, l'orteil gauche. Le T-Rex ou tyrannosaure a probablement été le plus grand carnivore de la création. Mais certains pensent qu'il n'était pas le prédateur terrifiant montré au cinéma. Il n'aurait été qu'un simple charognard. Ici, c'est une femelle dilophosaure. Ici, on la voit très clairement. Et il y a une plus petite empreinte d'un bébé dinosaure ici. Donc, il y avait le bébé et la maman qui marchaient ensemble. Avec leurs trois extrémités vers l'avant, les empreintes de pattes montrent bien que les dinosaures sont les ancêtres des oiseaux. Aux confins de l'Utah et de l'Arizona, on prend toute la mesure de la grandeur d'un territoire qui reste avant tout celui des Indiens. Monument Valley, un des mythes de l'Ouest américain, sculpté par la nature il y a une vingtaine de millions d'années et popularisé plus récemment par les westerns de John Ford. Ici, on est en pays Navajo. Les Navajos construisent une maison traditionnelle de forme circulaire, le hogan. Il sert d'habitation familiale pour l'hiver. Depuis les origines, il possède une structure en bois couverte de terre. Le hogan est un lieu sacré pour les Navajos car il représente l'univers en réduction. Lena Black. À ma connaissance, les Navajos vivent ici depuis toujours. Ça fait des milliers d'années. Ça ressemble à un désert, mais ils ont toujours trouvé le moyen de survivre ici. Les Navajos ne se regroupent pas beaucoup. Ils vivent éloignés les uns des autres parce que chacun a ses propres animaux dont il doit s'occuper. On a des moutons, des chèvres, des vaches, des chevaux et des ânes. Donc, on ne vit pas ensemble parce que chaque famille a ses troupeaux à élever. Et c'est pour cela qu'on reste isolés. Les Navajos occupent le plus vaste territoire indien des États-Unis. Monument Valley en fait partie, un décor grandiose qui est entré dans la légende du cinéma. Plusieurs films majeurs ont été tournés ici, des westerns, mais aussi des films de science-fiction. Un cadre exceptionnel, devenu une référence pour les cinéphiles. Pas étonnant donc d'y rencontrer des cavaliers. Le cinéma et les décors de légende attirent la foule. Un succès populaire qui vaut à Monument Valley de confortables profits. Les retombées économiques sont gérées par les Navajos, juste retour des choses. Au moins, cela permet aux artisans d'entretenir les traditions. Pour la promotion, les stars d'Hollywood sont mises à contribution. Chaque motif d'ornementation a un sens précis. Christine Black. C'est une corbeille de mariage navajo. Ce sont des corbeilles traditionnelles de mariage navajo. C'est ce qu'on utilise lorsqu'il y a un mariage chez nous. C'est la mariée, ou plutôt la famille de la mariée qui la fournit. Cette partie au fond représente les montagnes. Cette partie ici, c'est l'arc-en-ciel. Et là, ce sont les nuages. La frontière entre le mythe et la réalité n'est pas facile à tracer dans l'Ouest américain. Mais les premiers arrivants ont vite fait la différence entre le rêve et le quotidien. Ils ont pourtant trouvé assez de raisons pour rester.
des raisons de croire en leurs espérances. Grâce à des moyens de fortune, les pionniers sont arrivés portés par leurs illusions. Sans doute en ont-ils perdu quelques-unes, mais il reste la scène de leurs exploits, la lumière inchangée et la nature permanente. Tout est en place pour que dure encore longtemps le chaud de la nature.